hop, je baisse le son. Clac, clac, clac. Parfait. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement. Et puis, bienvenue pour une nouvelle édition de Dany l'Art Actu, votre revue de presse sur le monde de l'art hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 décembre 2020 et on va décrypter ensemble l'actualité de cette semaine et de la semaine dernière dans le monde de l'art. Je vois qu'on est un tout petit peu plus nombreux que la dernière fois. Je vous rappelle que vous avez un chat à disposition pour me parler. Ça va afficher les commentaires sur l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Pour ceux qui regardent la rediffusion aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner ou à mettre un pouce rouge si ça vous plaît pas. Et bon, le son m'a l'air bien, donc on va pouvoir commencer. Avant ça, je me présente, je m'appelle Antoine Paris, je suis guide en freelance à Paris pour la petite boîte que j'ai créée qui s'appelle Dany l'Art. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à mon site web www.danyLart.com pour découvrir quelles visites je propose. En ce moment, il y en a deux au programme. Une qui s'appelle Paris Découverte de l'Alma au Louvre, qui parle des bâtiments emblématiques de la ville de Paris, de l'Alma au Louvre. Vous pouvez découvrir ces bâtiments comme ça en votant. C'est assez rigolo, je vous laisse comme ça le choix sur le trajet. Et l'autre visite qui s'appelle La Défense, naissance d'un quartier. Le but c'est d'apprendre comment est née la Défense, pourquoi on peut parler d'une ville utopique, de comprendre un peu ce qu'il l'a comme ça construit, ce qu'il l'a fait exister et ce qu'il l'a modelé de génération en génération à travers les politiques, l'histoire et l'urbanisme. Évidemment, en ce moment, je ne peux pas publier de nouvelles séances de visite, étant donné qu'on n'a toujours pas le droit de se réunir ensemble sur la voie publique. Donc en attendant, vous pouvez tout à fait regarder mes vidéos de complément de visite sur la chaîne pour découvrir un peu de quoi je parle. J'en profite aussi pour vous remercier par rapport au calendrier de l'Avent sur Instagram. J'ai beaucoup aimé le faire et j'ai pu voir aussi que vous avez été nombreux à le suivre et à vouloir découvrir comme ça votre petite case tous les matins. Donc voilà, j'en suis ravi. Allez, on va débuter. Hop, je vais basculer sur cette scène-là. Donc vous voyez la première actualité qui concerne la ministre de la Culture. Donc cette semaine encore, on va commencer cette revue de presse hebdomadaire par la Covid-19 et la culture. Alors je vous en ai déjà parlé, mais pour faire simple, il existe une réelle urgence patrimoniale et les grands acteurs de la culture sont en détresse. Le gouvernement, avec le plan de relance de Jean Castex, ont débloqué 2 milliards d'euros dont le quart va dans les caisses du patrimoine. Si vous voulez en savoir plus sur cette actu, je vous invite à regarder mes autres vidéos de Dany l'Art Actu. Dedans, en description, vous avez un petit sommaire qui vous permet comme ça d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Bref, cette semaine, encore quelques informations relatives à ce contexte. Donc la première, vous le voyez, Roselyne Bachelot qui se justifie sur France Inter. Face aux Français qui ne comprennent pas pourquoi le secteur de la culture reste toujours fermé et sinistré, Roselyne Bachelot a décidé, notre ministre de la Culture, de s'exprimer ce jeudi 17 décembre sur France Inter. Alors qu'est-ce qu'elle y raconte ? Elle se justifie, donc l'explication est plutôt simple. Pourquoi on ne réouvre pas les musées, les salles de théâtre, les salles de cinéma ? Parce que pour elle, ce sont 40 000 personnes en plus dans les rues de Paris. Alors cet argument qu'on pourrait trouver valable, il y a des personnes qui le fustigent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour prendre le cas des Parisiens, le Parisien quand il s'emmerde, eh bien il sort dehors, il se balade et il va aux Galeries Lafayette. Et bref, dans des lieux où la distanciation sociale semble impossible à faire respecter. Je rappelle que la nouvelle échéance, qui est la date du 7 janvier, date à laquelle le gouvernement décidera si on peut à nouveau ouvrir tous ces lieux de spectacle. Alors je pense que vous le sentez comme moi, c'est vraiment mal barré. Dans les estimations les plus positives, les plus optimistes, on devrait franchir le seuil des 5000 contaminations à la fin du mois de janvier si on ne se tape pas la troisième vague avant. Donc voilà, c'est pas pour maintenant la réouverture des musées. Je continue avec ici une actualité qui concerne justement ce dont je viens de vous parler. Le Conseil d'État a rejeté donc la demande des professionnels de la culture
pour la réouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacle. Le Conseil d'État, c'est quoi? C'est l'organe suprême de la justice administrative, c'est-à-dire que quand on est en procès contre l'État, on peut avoir un recours en cour d'appel, et donc le dernier recours qu'on peut avoir, c'est ce Conseil d'État qui rend sa décision finale. Donc voilà, la décision est finale, ça veut dire que là, il accepte les décisions du gouvernement concernant la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle. Alors pourquoi le Conseil d'État fait ça? Tout simplement parce qu'il considère que le risque de propagation du virus est toujours trop élevé. Mais voilà, on a cette lueur d'espoir par rapport à ce public-là. On pense du coup que ça sera rétabli dès que, évidemment, les seuils épidémiques seront plus bas. Et le jour suivant, donc le 24 décembre, c'est le lendemain que le Conseil d'État a aussi validé la décision du gouvernement de fermer les musées et les lieux d'exposition pour à peu près les mêmes raisons. On va continuer avec une info un peu insolite. Alors regardez, c'est un député qui s'appelle Bruno Paterno à Montpellier, un député Europe Écologie Les Verts, qui propose de mettre en vente les tableaux du musée Fabre. Alors c'est une proposition évidemment très étrange, mais en réalité, il fait ça pour alerter le monde de la culture qui est en chute libre. Alors pourquoi vendre les œuvres d'un musée? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement parce que si on vendait les œuvres d'un musée, eh bien l'institution serait considérée comme un commerce et pourrait du coup réouvrir. Évidemment, c'est de la provocation, parce qu'il est a priori aujourd'hui impossible de vendre des œuvres d'art d'un musée, puisqu'elles sont protégées par ce fameux droit d'inaliénabilité des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être ni léguées ni vendues. On continue avec, hop, regardez, voilà, toujours une petite fenêtre qui m'embête. Donc une tribune qui a été organisée par les médiatrices et les médiateurs qui sont en colère. Pourquoi? Eux aussi sont acteurs de la culture, les médiateurs, les médiatrices de la culture subissent aussi un sacré coup avec cette crise sanitaire. Ils nous alertent. Les médiateurs culturels sont des personnels des musées qui sont chargés de faire découvrir les collections et de créer de l'interaction autour de l'art. Ils dénoncent une trop grosse difficulté d'accès à la profession qui n'est pas en adéquation avec les salaires puisqu'ils sont largement sous-payés. En effet, sur le terrain, on constate que cet emploi de médiateur culturel, il est extrêmement précaire puisqu'il est sujetti à des contrats à durée déterminée, mais aussi à des vacations, aussi à des contrats saisonniers, ce qui est pas top hein, pour un niveau de diplôme aussi élevé. Il dénonce aussi de la concurrence déloyale qu'apportent les services civiques qui sont payés 400 € du mois, et qui sont évidemment beaucoup moins chers qu'un médiateur dont c'est la profession. Ils demandent du coup une reconnaissance de leur diplôme et du métier. Et on va finir ce petit point Covid par une actu dont on parlait il y a 15 jours. Il s'agit de la vente aux enchères du Louvre. Alors, c'est mal ajusté mon truc. Je vais essayer de remettre un petit peu mieux la capture de la fenêtre. Voilà. Un peu mieux comme ça. Hop. Alors, on en parlait il y a 15 jours. Ces enchères au Louvre, et bien 2 semaines après, on a la chance de connaître jusqu'à quel prix sont montés les lots. Donc vous pouvez lire que carrément 80 000 € ont été déboursés pour assister à l'examen annuel de la Joconde, 38 000 € pour une visite du Louvre à la lampe torche, 42 000 € pour une visite des toits avec JR, et soit en tout, ça représente donc 2,4 millions d'euros de recettes pour ces ventes aux enchères. Donc voilà, cette image du Louvre luxe est vraiment là. On va continuer avec notre sujet qui concerne Paris et ses aménagements. On a quelques nouvelles assez intéressantes, donc restez bien présents. On va parler de la mise en place du RER vélo, du marché des fleurs et aussi du nouveau siège du groupe Le Monde qui est assez incroyable et qu'on va regarder tous ensemble tout de suite. Alors, le RER vélo, de quoi on parle? Donc c'est dans le futur plus de 650 km de pistes cyclables dans la métropole de Paris qui vont prochainement voir le jour. Nous ont été dévoilés ici les 5 axes prioritaires de ce gros chantier qui va se nommer RER V pour RER vélo.
Alors globalement, on comprend assez bien quand on regarde la carte que, eh bien, tout simplement, ça s'appelle RER parce que ça va suivre les tracés du RER. Donc par exemple, vous avez le RER VA1 qui va suivre le tracé de la Défense jusqu'à Cergy, ou par exemple le RER VB3 qui va suivre le RER B le long de Paris, Massy et Plaisir. C'est a priori dans les contextes où les franciliens prennent le vélo plus que jamais, notamment grâce ou à cause de la crise sanitaire. Il arrive qu'on préfère prendre le vélo plutôt que le métro. Et ceci dit, aucune date de lancement n'a été avancée. Et par rapport au vélo d'ailleurs dans Paris, j'ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. La voici. Donc c'est un article qui vient du Canard enchaîné. On va parler du Vélib. Anne Hidalgo, la maire, avait choisi la société Smovengo pour gérer le réseau. Et le groupe vient de demander une grosse rallonge, vous le voyez sur le titre, un bonus de 240 millions d'euros, ce qui représente quand même 50% du coût du projet initial qui avait été organisé en 2018. Et depuis 2018, le groupe ne publie plus du tout ses comptes, et pour cause, le groupe menace de faillite et de mettre la clé sous la porte. Le groupe aurait perdu 80 millions d'euros en 3 ans, ce qui représente à peu près 2 ans de chiffre d'affaires. Les actionnaires ont du coup gelé leurs investissements, ils ne veulent plus mettre un seul euro dans les caisses du projet. Bref, la balle est dans le camp de la maire. Et si on a évoqué il y a 2 semaines qu'elle aurait des ambitions présidentielles, eh bien elle devrait a priori être obligée de mettre la main à la caisse pour renflouer ce service qui lui avait été confié par l'ancien maire Bertrand Delanoë en bon état. Sinon, le Vélib pourrait et devrait probablement connaître le même sort que l'Autolib, c'est-à-dire disparaître. On va parler aussi du marché aux fleurs. Hop. Alors allons-y, c'est une bonne nouvelle, puisque vous le voyez dans ce tweet, le marché aux fleurs de l'île de la Cité va être restauré. Ça vient d'être voté en Conseil de Paris, et ce marché, il a une véritable histoire. D'ailleurs, il y a un super article qui a été fait par le Louvre pour tous. Ils ont fait des recherches assez sérieuses sur le sujet. Par exemple, il y a des rumeurs qui racontent que ces halles de ce marché ont été construites par Gustave Eiffel en 1900. Ben voilà, c'est complètement faux. En réalité, il s'agit de halles construites en 1924 par Formiger, et donc qui utilise aussi un architecte qui s'appelle Baudot, qui est quelqu'un formé par Viollet-le-Duc et Labrouste. Donc voilà, une histoire très intéressante. Si ça vous intéresse, allez lire leur article qui raconte aussi l'installation de la station de métro de la ligne 4 de la Cité, et aussi qui raconte les polémiques que ce quartier a suscité, notamment avec les nouveaux projets qui ont failli voir le jour. Et on continue aussi avec une étape sur le chantier du Grand Palais éphémère qui a commencé sa construction ces 2 dernières semaines sur le Champ de Mars. Alors je vous montre les quelques photos et visuels, mais pour rappel, on va construire ce nouveau palais pour qu'il accueille temporairement les expositions du Grand Palais qui va partir en restauration pour 4 ans pour l'ouverture au JO pour les compétitions d'escrime et de taekwondo. Alors regardez, des images assez impressionnantes. Et je vous ai pris aussi un petit visuel pour que vous voyez à quoi ça va ressembler depuis le Champ de Mars. Hop. Et on va continuer avec une autre fast news, une autre actu rapide qui est celle de la restauration de la fontaine Louvois qui est terminée. Donc vous pouvez maintenant l'admirer entre la rue Sainte-Anne et la rue de Richelieu. On va continuer avec la nouvelle qui m'excite le plus, donc la nouvelle du nouveau siège de Le Monde. Alors regardez-moi ce bâtiment comme il est magnifique. Donc le groupe Le Monde s'offre un nouveau siège au-dessus de la gare d'Austerlitz. Ils viennent de signer avec le studio d'architecture qui s'appelle Snohetta, qui a conçu cette façade vitrée assez exceptionnelle. Donc le nouveau bâtiment sera le siège de tous les titres du groupe, c'est-à-dire Le Monde, Télérama, Courrier International, La Vie, le HuffPost, mais aussi l'Obs. Et donc c'est Snohetta qui a remporté ce concours international d'architecture. Oui, pourquoi il y a eu un concours international ? Tout simplement pour proposer un bâtiment emblématique et symbolique aussi de la mutation
du quartier. D'ailleurs, le bâtiment est très intéressant. Alors, je vais vous montrer d'autres images comme celle-ci. Très intéressant, pourquoi? Parce qu'il va proposer de nouveaux espaces, de nouvelles ouvertures, à travers cette forme concave qui est assez monumentale. Pour la petite anecdote, c'est une énorme prouesse architecturale parce qu'a priori, eh bien, le poids de la façade est beaucoup plus important que celui de la tour Eiffel, et donc la structure, ce pont qui va supporter cette façade est assez extraordinaire. On a aussi une façade extrêmement intéressante, je vous en ai parlé, elle présente des panneaux de verre comme des pixels qui vont jouer entre la transparence et l'opacité, et qui va aussi constamment changer selon le fil de la journée et aussi de l'année, des saisons. Et c'est évidemment une référence symbolique qui sont faites aux lettres imprimées. Je vous laisse regarder encore une fois les quelques petites photos. On a aussi des photos d'intérieur qui sont plutôt sympas. Donc là on s'imagine très bien justement les lettres imprimées sur celle-ci. Donc voilà, nouvelle assez excitante, donc un nouveau bâtiment qui devrait voir le jour à Paris. Et on va finir ce point sur Paris avec le lancement d'une nouvelle émission sur France 2 qui a fait un très bon taux d'audience. Deux personnalités de la culture qui l'animent. Il s'agit de Stéphane Bern et de Laurent Deutsch qui présentent pour cette première édition le Paris médiéval avec, vous le verrez, de très belles reconstitutions 3D. Donc voilà, à suivre pour les suivantes. Il me semble que le replay est déjà disponible sur France 2 si vous voulez voir l'émission, voir ou revoir. On va terminer avec le reste des actualités en vrac. On va parler du fin mot sur les restitutions. On va aussi parler de Bourdieu sur Twitter et aussi des goûts classiques de Donald Trump. Qui aurait cru que je parle de Donald Trump dans cette émission? Ben voilà, c'est fait. Donc la première chose, la loi sur les restitutions des œuvres du Bénin et du Sénégal a été adoptée par le Parlement, votée à l'unanimité par les députés. Donc il reste un délai d'1 an à la France pour procéder à cette restitution. C'est donc a priori la fin de ce débat, même si d'autres œuvres risquent de poser problème à cause de leur passé colonialiste. On pense notamment à la possible restitution future du dais de la reine Ranalova III à Madagascar, dont j'ai parlé dans les précédentes éditions. On continue aussi avec Bourdieu sur Twitter, donc un grand débat qui a eu lieu sur Twitter. Une mise en cause de cette citation par France Culture qu'on va lire ensemble, donc de Pierre Bourdieu qui dit le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas. Et alors tout le monde a un peu donné son avis jusqu'à ce qu'un sociologue fasse un thread, donc c'est ce que vous voyez ici, en expliquant pourquoi la citation détournée a perdu de son sens, privé de son contexte. Bah oui, parce que c'est vrai que lu comme ça apparaît comme une insulte pour beaucoup de personnes qui luttent pour la démocratisation culturelle, c'est-à-dire pour mettre l'art à portée de tous. Ils peuvent comprendre cette citation comme quoi leur travail ne sert finalement à rien, car quoi qu'il arrive, la fréquentation des musées restera toujours identique. Mais en réalité, Bourdieu ici ne fait que constater le rôle social joué par la fréquentation des musées, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, issue d'une haute catégorie sociale, aura plus de chances de fréquenter de musées qu'une personne issue d'un milieu ouvrier. Et cela ne donne aucun lieu à une opinion de sa part. Et on va finir par l'actu sur Trump. Donc regardez-le. Alors il nous a fait une petite blague 1 mois avant la fin de son mandat présidentiel. Donald Trump décide et ordonne par décret. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il ordonne par décret? Il ordonne que les futurs bâtiments fédéraux soient beaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire beau pour Donald Trump? Eh bien, a priori, il s'agit du style néoclassique, c'est-à-dire gréco-romain, qu'on peut par exemple retrouver sur la Maison Blanche. Donc voilà, a priori, dans la première version du texte, il était prévu carrément d'interdire la construction de bâtiments fédéraux qui ne soient pas de ce style. Ici, on serait plus sur une ligne de conduite à privilégier. Donc vous vous en doutez, évidemment, les architectes, pour eux, ça ne passe pas. L'association d'architectes de l'American Institute se disent extrêmement consternés.
Et c'est assez ironique d'ailleurs quand on y pense, quand on pense au passé de l'ancien président des USA, puisque c'était un promoteur immobilier qui avait fait construire des bâtiments très modernes en verre et en acier, comme par exemple la Trump Tower de New York. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu, ou d'avoir regardé la rediffusion, si vous regardez la rediffusion. Et si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres actualités. Allez, salut!